Piotr Tolstoï. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Duma, vous êtes au cœur de la vie politique en Russie. Nous nous sommes déplacés de Paris à Moscou pour prendre vos commentaires vu le niveau de l'escalade actuelle entre la Russie et les États-Unis à travers l'Europe. Monsieur Sergei Lavrov a déclaré récemment que l'administration Biden veut laisser en héritage aussi mauvais que possible à la future administration Trump. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Et cette escalade, pour vous, c'est le dernier souffle de l'état profond, parce qu'il nous reste 3 mois avant le 20 janvier à peu près, ou c'est l'une des nouvelles étapes de cette longue nouvelle guerre entre l'état profond et le monde? Vous savez, moi je ne suis pas très fort dans les commentaires de l'état profond parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Mais je suis d'accord avec notre ministre des Affaires étrangères que l'héritage de l'administration Biden sera très très dur pour la future administration des États-Unis. D'autre part, il ne faut pas voir le monde à travers les futures démarches du président Trump. Président Trump, c'est un président des États-Unis, et donc pour lui, comme il déclare, sur la première place, c'est des intérêts géopolitiques des États-Unis. L'Europe a perdu complètement son souveraineté, donc il ne s'agit pas de faire quelque chose sans les États-Unis, comme on a vu lors de ces derniers 3 ans. Et donc je crois qu'il y aura un changement de politique, mais pour la Russie, pour nous, ce qui est important, c'est nos intérêts. Pas les intérêts des États-Unis, pas les intérêts européens. Donc nos intérêts, c'est terminer la situation avec l'ex-Ukraine, on va le faire. Et à mon avis, ils ont déjà perdu la guerre, donc c'est pour ça qu'il y a autant de bruit autour de l'escalade, autour de frappes par les missiles, etc. Donc ça ne changera pas le résultat, tout ce bruit. Ça ne changera pas que la Russie va gagner cette guerre. Tout récemment, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, il y a 2 jours je crois, a affirmé que Kiev est désormais autorisé à utiliser les missiles français à longue portée. Donc ça veut dire concrètement que les mises en garde russes n'ont pas été entendues. Pourquoi, d'après vous, ce n'est pas pris au sérieux? Chaque fois, on dit que la Russie bluffe. Est-ce que la Russie bluffe? Parce que, en fait, la Russie ne frappe pas sur les centres de commandement où participent des officiers européens. Il est bien connu que les missiles à longue portée et à portée moyenne ne peuvent pas être programmés par les Ukrainiens. Donc, c'est des spécialistes américains, britanniques et français qui s'en occupent. Et donc, vu la situation, pour l'instant, la Russie n'a pas répondu sur par les frappes sur les centres de commandement ou les centres où on programme des missiles. Mais si on aura cette escalation, si on aura la possibilité de tirer sur les territoires russes par des missiles de l'OTAN, cela veut dire que l'OTAN est ouvertement dans la guerre avec la Russie. Et à mon avis, pour l'instant, l'Europe sans les États-Unis n'a pas de chance. Mais même avec les États-Unis, ça passe très mal pour les Ukrainiens. En fait, les Européens et les Américains veulent faire la guerre avec les mains des Ukrainiens, mais il reste très peu des Ukrainiens déjà sur le front. Et il restera encore moins. Donc c'est très très dur pour le futur de l'ex-Ukraine, mais c'est plus ou moins clair que les Européens ne vont pas ressentir quelque chose avant qu'on les tue pas sur la ligne de front. Donc récemment, on a eu je crois qu'aujourd'hui dans Le Monde, il y avait un article sur les négociations entre Macron et Starmer sur l'envoi des soldats britanniques et français sur le sol. Alors, à mon avis, ça c'est en étape quand l'Europe va sentir la défaite militaire. Donc là, je crois que si les pays de l'OTAN vont oser d'envoyer leurs soldats en Ukraine,
ça serait vraiment une guerre ouverte qui fera du mal surtout aux politiciens européens. Et ce sera la ligne rouge? Non, moi j'aime pas les lignes rouges parce qu'on toujours ces espèces de jeux de mots, les lignes rouges. Non, à mon avis, la position du président Poutine est très généreuse. Il dit que voilà, on vise pas, on tire pas sur les civils, on tire pas sur les ponts de Dniepr, on tire pas sur Kiev, etc. Mais vous savez, tout peut changer. Tout peut changer parce que pour l'instant, la Russie fait l'offensive. Il y a un progrès sensible sur tous les fronts, du sud jusqu'au nord. Je rappelle que c'est 1300 km du front. Et donc, la Russie avance petit à petit. C'est vrai qu'on ne gaspille pas nos soldats, nos officiers, mais on avance sur les territoires de l'ex-Ukraine et on va avancer. Vous avez des chiffres concernant les Ukrainiens qui finalement traversent, je dirais, le front et ils reviennent aux côtés russes? Vous savez, il y a beaucoup du monde qui est revenu, notamment par exemple à une ville, Mariupol, qui était encore il y a 2 ans en ruine. Aujourd'hui, il y a plus de 60 000 Ukrainiens qui sont revenus vivre dans leur ville natale. C'est normal parce que la Russie a investi beaucoup dans les nouvelles régions et donc je crois que ce processus, il est objectif, même les Ukrainiens le reconnaissent. Donc c'est vrai que les gens préfèrent vivre dans les ex-régions ukrainiennes qui aujourd'hui sont sous le contrôle russe que rester en Ukraine avec une menace d'être mobilisés à n'importe quel moment de leur vie. Nous recevons beaucoup de messages de la part de nos auditeurs. Il y a ceux qui, certes, sont russophiles, il y a ceux qui s'inquiètent énormément parce qu'il ne faut pas quand même sous-estimer également le rôle des médias. On va revenir plus tard. Pour résumer, si je résume, la question est, est-ce que la Russie menace la France, d'après vous? La Russie ne menace pas la France, c'est la France qui menace la Russie. C'est la France qui donne la permission de tirer sur le territoire russe des missiles de moyenne portée. C'est la France qui envisage l'envoi des légions d'honneur à l'Odessa. C'est la France qui, aujourd'hui, continue à fournir en Ukraine l'information sensible d'un groupe spatial. Donc, c'est pas la Russie, c'est sûr. Mais c'est vrai que s'il y aura un conflit en Europe et si les États-Unis restent un peu à l'écart, comme aujourd'hui déclare M. Trump, à ce moment-là, les Européens ils vont sentir comment ça se fait de perdre une guerre. C'est le sentiment qui a été oublié en Europe depuis des décennies, et donc on va y revenir. Pourquoi Trump est silencieux en ce moment? Parce qu'il n'est pas le président, il est président élu, donc il faut attendre le 20 janvier quand il va commencer ses fonctions. Mais je répète que nous, on n'a pas d'illusion sur la politique de Trump. Et je ne sais pas pourquoi, dans les médias européens, on dit toujours que voilà, Trump, l'Europe vont décider comment va s'arranger la situation en Ukraine. Non, c'est pas Trump, c'est pas l'Europe, c'est la Russie qui va décider. On dit que Trump est un agent russe de toute façon. Oui, bien sûr, mais on a partout les agents russes, vous savez. Donc même à l'Élysée, on a partout, c'est bourré, quoi. Et en plus, on influence la politique mondiale à travers les micro-ondes. Donc il y a plein de légendes là-dessus, donc c'est très bien. Que pensez-vous des armes nucléaires potentielles ukrainiennes? Parce qu'on dit maintenant que dans 6 mois, les armes nucléaires ukrainiennes vont frapper la Russie. L'Ukraine n'a jamais eu les armes nucléaires. Ça, il faut comprendre. C'est sur le territoire de la République socialiste soviétique de l'Ukraine,
il y avait des bases des missiles nucléaires soviétiques. Mais les Ukrainiens n'ont jamais eu ni l'expérience, ni la responsabilité, ni rien qui est lié avec la détention de l'arme nucléaire. C'est ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est comme on dit une bombe sale, mais à mon avis, ça serait vraiment un suicide pour le régime de Kiev d'aujourd'hui. Donc moi je ne crois pas à tous ces appels de faire une bombe nucléaire ukrainienne, etc. À mon avis, ça c'est quelque chose de fantastique. Nous comprenons très bien que la Russie ne veut pas une solution temporaire au conflit en Ukraine. C'est plutôt la solution permanente. Sous quelles conditions, aujourd'hui, fin 2024-2025 déjà, la Russie est prête à négocier? Quelles sont les conditions? À mon avis, Poutine a clairement raconté la position de la Russie pour les négociations. C'est la démilitarisation et dénazification du régime actuel, les droits des Russes, la langue russe, donc pour ceux qui veulent en parler et qui veulent en préserver sur les territoires ukrainiens, c'est la neutralité, pas de l'OTAN, pas des bases militaires de l'OTAN sur les territoires ukrainiens. Si quelque chose reste de l'Ukraine, alors ça serait comme ça. On va parler des médias. Vous êtes vous-même journaliste, vous connaissez comment ça fonctionne à l'intérieur. Et ce qu'on voit sur les plateformes alternatives, depuis 3 ans de conflit pratiquement, la différence, je dirais, énorme entre les médias de masse. Et là, c'est flagrant justement avec les derniers événements de cette escalade, l'utilisation des armes balistiques hypersoniques russes. On voit ce traitement, la différence entre les médias de masse et les médias alternatifs. Est-ce que pour vous, cette rupture pourrait être rattrapable un jour? Et est-ce que vous croyez, j'ai lu Donald Trump a dit récemment que le futur du journalisme, de toute façon pour lui, et on voit très bien comment ça fonctionne aux États-Unis, le futur du journalisme appartient aux réseaux sociaux et aux chaînes alternatives et pas aux médias de masse. Quel est le futur du journalisme pour vous, dans le monde? À mon avis, les médias de masse en Europe et aux États-Unis, ils ont beaucoup perdu de confiance dans leur... Parmi les spectateurs, les gens ils comprennent que tous les déclarations sur la liberté de parole, sur l'existence de points de vue alternatifs, tout ça reste des déclarations et on leur fournit de la propagande 100%. Malheureusement, le conflit en Ukraine, ça nous a montré encore une fois. Donc s'il y a le futur des petits médias dans les réseaux sociaux ou des chaînes indépendantes, je ne sais pas. Monsieur Trump, peut-être, il a raison pour les États-Unis. On verra pour la Russie, peut-être ça serait l'autre chose. Pour l'Europe, c'est encore l'autre chose. Mais c'est vrai que les gens cherchent à avoir des opinions honnêtes. Les gens cherchent de trouver des arguments dans cette discussion qui sont liés avec la réalité sur le sol. Tandis que pour l'instant, les arguments de la propagande officielle, notamment en France, ils sont complètement fantastiques. Toutes ces histoires sur bunker de Poutine, sur comment ça se déroule la guerre en Ukraine, sur Boutcha, etc. Tout ça, c'est espèce des trucs dramaturgiques qui doivent renforcer le message principal, que les Russes sont mauvais, les Ukrainiens sont bons. Voilà, donc comme nous on sait bien que c'est pas le cas, donc on va continuer. Peut-être on est moins fort dans la guerre d'information, mais on va continuer sur le terrain pour avoir les bilans de l'opération spéciale militaire qui nous conviennent. Vous regardez vous-même les chaînes de masse européennes? De temps en temps, mais ça ne m'intéresse pas trop. Comme je vois que la rupture entre la réalité et ce qu'ils racontent est tellement importante qu'on ne peut pas la surmonter dans
dans des années à venir. Donc, à mon avis, il faut peut-être essayer de regarder dans 5 ans, dans 6 ans, quand les dirigeants européens vont changer leur attitude envers la situation dans l'Europe et envers la situation par rapport à le plus grand pays de l'Europe, la Russie. Donc on dit qu'il y a la propagande occidentale. En Occident, on nous considère les Russes comme également des vrais propagandistes. Comment vous considérez la Russie, son pays, parce qu'ils disent le pays, donc la Russie est un pays de dictature, la France est une démocratie, l'Ukraine également est une jeune démocratie. La Russie, c'est un pays de dictature pour vous? Non, pas du tout. Mais pourquoi l'Ukraine, c'est la démocratie? Pour quelle raison? Ils ont un président qui a déjà dépassé son mandat. Ils ont interdit les partis politiques, ils ont interdit tous les médias alternatifs, ils ont fait cette espèce de chaîne pro-gouvernementale 24 heures sur 24. Donc, où est la démocratie en Ukraine? Je ne vois pas. Par contre, en Russie, nous, on a notre démocratie à nous, qui historiquement est basée sur les principes qu'il y a la répartition du pouvoir, il y a les élections, etc. Donc, c'est peut-être pas la même démocratie qu'en France, mais on est des pays différents. Et personne n'a aucun droit de donner une leçon à la Russie. Qu'est-ce qui est démocratique, qu'est-ce qui n'est pas démocratique. C'est pas les idées de Glucksmann ou d'autres spécialistes par ces leçons qu'on va suivre, ça c'est sûr. Là, récemment, si en 2022-2023, certains experts, encore une fois dans le média mainstream, mais nous au dialogue, on reçoit les vrais experts qui donnent d'autres points de vue sur l'économie russe notamment. Là, j'ai lu tout récemment, avant de venir à Moscou, que là, c'est vrai que les sanctions n'ont pas marché en 2022-2023, mais en 2024, on voit les résultats des sanctions qui endommagent l'économie russe. Quelle est votre opinion? Parce qu'on en a parlé récemment. À mon avis, il faut 2025 gagner la guerre et point final pour les sanctions et pour le reste. À mon avis, l'idée des sanctions, même l'idée de faire mal au peuple russe qu'il renverse le pouvoir ou qu'il s'exprime contre Poutine, etc., ça n'a pas marché dès le début. Et si ça n'a pas marché dès le début, pourquoi ça doit marcher 3 ans après ou 4 ans après? Donc les gens, ils sont regroupés autour de chefs d'État, ils soutiennent des partis politiques, même chez nous à la Douma, les différents partis aujourd'hui soutiennent la politique extérieure du président Poutine, malgré la différence pour la politique intérieure et les discussions sur la politique intérieure, pour tout ce qui concerne l'opération spéciale militaire, etc. Donc il y a le soutien entre tous les partis. Donc pourquoi ça doit marcher à 2025 ou 2026? Moi je ne crois pas que l'Europe aura la possibilité de maintenir le régime de Kiev jusqu'à ce date-là. Vous avez participé au sommet de BRICS et on en a parlé, mais avec certaines personnes qui également se sont rendues au sommet, et on va faire une conférence mi-décembre et j'invite tous les auditeurs de s'inscrire parce que c'est déjà en ligne. Justement, on va parler des BRICS, les résultats des BRICS. Quel est le message principal en fait de ce sommet pour vous? À mon avis, le message principal, c'est une nouvelle architecture de relations internationales avec le respect à l'histoire, à des différences entre les pays, si différents que, par exemple, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil. Mais en même temps, c'est espèce de modèle du monde multipolaire on va bâtir bientôt. Pas le monde de l'Occident. À mon avis, l'époque de l'Occident, c'est fini, c'est terminé. Ça a duré 5 siècles et c'est fini. Et au revoir. Au revoir à l'Occident et bonjour à nouveau au monde multipolaire qui est basé sur les autres principes, sans la mensonge, sans les doubles standards,
sans tout ce que les Occidentaux appellent les principes de base qu'il exige à tous ses partenaires. Certes, et là-dessus on est d'accord, sauf que, comme je dis, on reçoit beaucoup de messages, il y a beaucoup de personnes françaises qui viennent à nos conférences, et on comprend bien, nous les Russes et les Français, que culturellement on est quand même proches. Mais On ne bien peut pas sûr. nier ça. Mais quelle est cette divergence principale aujourd'hui qui peut nous couper pour de vrai? Parce que économiquement, ok, idéologiquement, ok, les États-Unis, la souveraineté, tout ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y a quelque chose finalement, cette divergence, comment dire, est-ce qu'on peut, je suis toujours dans la même optique de cette réconciliation, mais culturellement on est proche. Ça serait dommage, comme vous dites, de couper. Est-ce que c'est possible de couper vraiment ces liens culturels? Est-ce que c'est si facile finalement? Mais les liens culturels, les liens culturels restent dans l'histoire des cultures. En fait, pour avoir confiance mutuelle entre les pays, les peuples, les politiciens, les gens en général, il faut avoir le dialogue. Aujourd'hui, on n'a pas le dialogue. Aujourd'hui, on a l'atmosphère de la haine qui est cultivée en France contre la Russie. Et on va pas oublier ça quand il va s'agir de renouveler les relations. Mais la France ne sera plus jamais la France d'avant-conflit, pour nous. Et sur la scène internationale, malgré tous les efforts de M. Macron, malheureusement, la France ne joue aucun rôle. Aucun. Il a 200 missiles nucléaires, mais c'est tout. Voilà. Et donc, on aime bien les Français, on aime bien la France. On attend que la France arrive à un choix différent que le choix entre les fachos et les pervers, qu'on fait toujours sur toutes les élections. Mais vous savez, j'espère que avec le changement du modèle des relations internationales, la France va rester dans une trentaine de pays qui va peut-être avoir sa voix. Mais pour ça, il faut changer beaucoup en France. Il faut changer le gouvernement, il faut changer le discours, il faut changer la mentalité. Donc ça prendra des années. Et les liens culturels, tant mieux qu'il existe, mais aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est triste, mais bon. Oui, c'est vrai, triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Puisqu'on parle, tôt ou tard, on va parler de la fin de ce conflit-là, de la solution permanente, certes. Comment voyez-vous la sécurité européenne en ce moment-là? La sécurité européenne ne peut pas être basée sur la sécurité des uns contre la sécurité des autres. C'est ce qui a été fait après la guerre froide. Avec l'élargissement de l'OTAN, avec l'arrivée de l'OTAN en Ukraine, etc. Donc c'est ça, en fait, l'histoire de ce conflit. Et donc cette histoire, il doit être enlevé des relations internationales. Donc il nous faut une nouvelle Yalta ou peut-être une conférence à Kiev que va organiser la Russie pour atteindre la paix durable sur le continent avec les garanties mutuelles et avec parce qu'on ne peut pas dire que voilà, n'importe quel pays peut adhérer à l'OTAN et instaurer une base américaine sur les frontières russes. Non, ça ne va pas comme ça. Ce n'est pas la sécurité. Donc on va essayer d'établir des nouveaux règles du jeu, mais pour ça, évidemment, il faudra que tous les gens qui ont déclaré leur haine contre la Russie seront changés dans leur gouvernement réciproque. Donc c'est tout. On ne peut pas avoir ce dialogue avec Macron, Scholz ou je ne sais pas, Starmer, parce que ces gens-là, ils ne sont pas pour le dialogue, ils sont pour la continuation de la guerre. Scholz est en train de changer quand même son opinion en ce moment. Non, mais qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé son opinion, il a changé juste un tout petit peu son rhétorique, mais son opinion reste... c'est toujours dans cette construction que la Russie a fait une agression contre l'Ukraine, c'est une guerre injuste, pas provoquée, donc avec tout ce rhétorique-là, on n'a aucun intérêt d'avoir quelqu'un sur la table des négociations
avec des idées comme ça. Sauf que l'Allemagne a besoin de la Russie, vu l'économie allemande qui est très fragilisée. Tant mieux. Tant mieux, donc les Allemands, ils doivent voter contre la coalition de Scholz et donc trouver des autres politiciens qui vont essayer de rétablir le contact avec la Russie s'ils ont besoin de la Russie. Mais je crois que l'Europe en général a besoin de la Russie parce que tout ce que j'ai dit au début de ce conflit, tout ça s'est passé. Les matériels militaires européens ont été brûlés en Ukraine. La crise économique européenne a touché la classe moyenne avec la hausse de tarifs et la hausse des impôts et la perte de travail. Et tout ça, ça va se développer dans des années qui viennent. Donc, de toutes les façons, pour les politiciens qui aujourd'hui racontent sur la Russie leur fantaisie, en fait, ça va se terminer très mauvais. Ce n'est pas que la guerre en Ukraine, hélas, il y a également le conflit qui persiste entre Israël et la Palestine. On en parle un peu moins en ce moment, mais c'est toujours le conflit également qui est assez important et malheureux. Le rôle de la Russie, toujours dans la pacification, c'est toujours la même opinion que vous gardez? Bien sûr, nous, on est pour la création de l'État palestinien et d'arrêter le génocide qui aujourd'hui se déroule dans la région. Ça, pour nous, c'est clair. Parce que sans l'établissement de l'État palestinien, il n'y aura pas la paix. Ce conflit, il dure des décennies. Et les méthodes qu'a utilisées aujourd'hui Israël, à mon avis, ça n'a rien à voir, par exemple, avec les conflits que nous, on a à nos frontières. On ne bombarde pas les hôpitaux, on ne bombarde pas les moitiés de Beyrouth juste pour viser un seul personnage de Hamas. Donc si on faisait comme ça, alors à Kiev, il n'y avait que des ruines. Mais ça c'est quelque chose qui est, encore une fois, nous démontre les doubles standards de l'Occident, parce que les Occidentaux, ils sont pro-Israël, mais en même temps, ils disent « Ah oui, mais c'est trop, quand même, arrêtez-vous », et l'Israël ne s'arrête pas. Hein. Donc, ni l'autorité, ni vision constructive des choses, ni tentative de amener la paix dans la région. C'est ça la politique de l'Occident aujourd'hui. Et donc la Russie a une position là-dessus, mais nous, on n'est pas heureusement partie de ce conflit. Nous sommes contre le génocide qui est aussi aujourd'hui organisé contre les Palestiniens en Israël. Ça, c'est un vrai génocide. Et donc les gens qui ont organisé ça, ils doivent répondre devant la législation internationale s'il va exister un jour. Quel message aurez-vous donné à tous les Français qui vont nous regarder quand cette vidéo sera mise en ligne, ceux qui sont russophiles, qui ne cherchent pas la guerre avec la Russie, qui souhaitent la paix, comme tous les gens normaux? Un message très simple, venez en Russie, regardez à vos propres yeux qu'est-ce qui se passe en Russie. On a beaucoup de familles d'ailleurs de France qui viennent à la Russie parce que la Russie reste aujourd'hui espèce de berceau des valeurs traditionnelles. Donc les gens qui ont des problèmes avec leurs enfants à l'école à cause de législation européenne sur LGBT, etc., ils arrivent en Russie, ils prennent la nationalité russe, et ils trouvent ici le boulot. Maintenant c'est facile. Et donc venez en Russie et restez tranquille pour vos familles et pour vos enfants. Merci Piotr Tolstoï, j'espère vous revoir en France également pour mener ce dialogue en France un jour. Très peu probable, mais quand même.